Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les espaces de Lebesgue, les espaces LP. Comme promis dans la vidéo précédente, celle-ci va être un petit peu musclée. Alors, qu'est-ce que vous allez trouver dans cette vidéo? Eh bien, on va faire la preuve de l'inégalité de Minkowski qu'on a vue dans la vidéo précédente, que je vous incite à regarder parce qu'elle est vraiment importante à mon avis. Si on veut savoir l'essentiel à savoir sur les espaces LP, il faut vraiment avoir vu la vidéo précédente. Ok, on va faire la preuve du fait que LP est complet, pareil, annoncé dans la vidéo précédente, la preuve de l'inégalité de Holder. On va la généraliser parce que soyons fous. Et puis, on va voir une autre petite chose, la limite de la norme P. Allez, je spoil un petit peu, la limite de la norme P, quand P tend vers plus l'infini, c'est la norme infinie. Bon, allez. Alors, je vous rappelle les définitions qu'on a vues dans la vidéo précédente, juste pour qu'on soit OK sur les notations, mais de toute façon, il faut que vous l'ayez vu avant. Donc, si on prend un espace mesuré, m, petit m, c'est la mesure sur l'espace oméga. Grand M, c'est les classes d'applications mesurables pour la relation d'égalité presque partout. Autrement dit, on prend les espaces quotients, on prend que deux fonctions si elles sont égales presque partout, du coup c'est les mêmes, d'accord? Donc dans l'espace LP, c'est l'espace comme ça, avec la condition supplémentaire que l'intégrale de valeur absolue de f puissance p soit plus petite que plus l'infini. Okay, et puis pour les fonctions de L infini, c'est celles qui sont essentiellement bornées, c'est-à-dire qu'il existe une borne telle que f est petit que m presque partout. Okay, de toute façon, il faut que vous ayez vu celle qui précède, alors je ne traîne pas trop sur ça parce que normalement, vous êtes au taquet. Et donc, je vous rappelle la définition de la norme infinie, c'est la plus petite des bornes qui marchent, telles que valeur absolue de f est plus petit que m presque partout, ou module de f si f est dans C, bon, ok. Et la norme P, eh bien, c'est justement l'intégrale de valeur absolue de f, ou module de f si f est dans C, à la puissance P, le tout à la puissance 1 sur P. Le puissance 1 sur P, c'est pour que les constantes la puissent sortir. Bon, bref, on a vu tout ça dans la vidéo précédente. La première chose qu'on avait admis, c'était l'inégalité de Minkowski, c'est-à-dire qu'on avait cette espèce, enfin pas cette espèce, l'inégalité triangulaire pour la norme P. Voilà, donc il faut démontrer ça. Ok? Alors, allons-y. Alors, donc commençons par la chose suivante. Si je prends U et V qui sont dans LP, comme vous le savez, je suppose en plus qu'elles sont dans la boule unité de LP, c'est-à-dire que norme P de U est plus petite que 1 et norme P de V est plus petite que 1. Bon, parce que là, pourquoi pas. Je prends un alpha n'importe lequel entre 0 et 1, et je vais considérer pour chaque x dans oméga la fonction là, qui à x associe alpha u de x plus 1 moins alpha v de x. Vous savez, les fonctions ça décrit le segment entre u de x et v de x quand alpha parcourt 0, 1. Vous avez l'habitude. D'accord, alors si je mets tout ça à la puissance p, eh bien, je vais, voilà, du coup, je vais dire que ça, j'ai une petite inégalité triangulaire dans R. Valeur absolue d'une somme, c'est plus petit que la somme des valeurs absolues. Donc valeur absolue de alpha u de x, ça fait alpha valeur absolue de u de x puisque alpha est positif, plus valeur absolue de 1 moins alpha, mais qui fait 1 moins alpha parce que 1 moins alpha est positif aussi, valeur absolue de v de x, le tout à la puissance p. Donc ça est plus petit que ça. Jusque-là, tout va bien. Et là, j'utilise que p est plus grand que 1. P, je vous rappelle, c'est une valeur qui n'est pas forcément entière, mais qui est plus grande que 1. Et donc là, j'utilise le fait que la fonction qui est x associée x puissance p est convexe. On l'a déjà utilisé dans la vidéo précédente. Et donc, ça veut dire que ça, c'est plus petit que alpha fois u de x à la puissance p plus 1 moins alpha v de x à la puissance p. Ok? Bon, jusque-là, tout va bien. Donc maintenant, si je prends l'intégrale sur oméga de cette fonction-là, vu que cette inégalité-là est vraie pour tout x, l'intégrale de cette fonction-là est bien plus petite que l'intégrale de celle-là. Et par linéarité, celle-là, ça fait alpha l'intégrale de u de x puissance p plus 1 moins alpha intégrale de v de x puissance p. Okay, or, là, cette chose-là, c'est l'intégrale de u puissance p de x, le tout à la puissance 1 sur p, c'est plus petit ou égal à 1. Donc si je mets à la puissance p de chaque côté, ça reste plus petit ou égal à 1 puissance p, plus petit ou égal à 1. Donc cette intégrale-là est plus petite ou égale à 1. Et de même pour v, l'intégrale de v de x puissance p est plus petite ou égale à 1. Autrement dit, tout ça, c'est plus petit que alpha plus 1 moins alpha. Et du coup, c'est plus petit que 1. Tout ça pour me dire que finalement, l'intégrale de cette fonction-là, donc alpha u plus 1 moins alpha v à la puissance p, c'est plus petit que 1. Donc si je mets puissance 1 sur p, c'est encore plus petit que 1. Et donc la norme de alpha u plus 1 moins alpha v, la norme p de cette fonction alpha u plus 1 moins alpha v, est plus petite que 1. Et bien ça me prouve que tout le segment reliant u et v dans l'espace LP, d'accord, qui est défini par alpha u plus 1 moins alpha v où alpha parcourt 0, 1, et bien si je prends u et v tous les deux dans la boule unité de LP, le segment entier est dans la boule unité de LP. Et ça se résume en disant que la boule unité de LP est convexe.
Convexe au sens géométrique, si je prends 2 points dedans, le segment qui les relie est entièrement inclus dedans. Ok, voilà, ça c'était un petit lemme préliminaire. La boule unité de LP est convexe et c'est vraiment dû au fait que P est plus grand que 1. C'est vraiment pour ça qu'on a besoin à chaque fois qu'on ne peut pas prendre plus de valeur de P que ça. Ok, bon, alors j'ai pas fini. Petit lemme, ok, la boule unité est convexe. Alors, ça prouve pas ton inégalité de Minkowski. Allons-y tranquillement. Bon déjà, si la norme de F c'est 0, alors bah du coup, F plus G de P c'est la norme de G de P. Pareil, si norme de G de P c'est égal à 0, donc il y a bien l'inégalité, d'accord. Donc jusque là, bon, ok. Il y a l'égalité, donc il y a bien l'inégalité, jusque là, bon, ok. Ok, très bien. Alors, sinon, si la norme de f, parce que si la norme de f, p c'est 0, je vous rappelle que ça veut dire que f est égal à 0, parce que l'intégrale de f puissance p est égale à 0, c'est-à-dire que f est égal à 0 presque partout. Donc f est égal à 0 dans l'espace LP, d'accord. Donc du coup, bah, f plus g est égal à g en fait, hein, donc forcément la norme de f plus g est égale à la norme de g. Voilà. Je ne sais pas si j'avais été assez précis, hein, parce que en fait c'est f égale g presque partout, donc on a ça, donc on a bien une égalité, il n'y a pas de problème. C'est le cas facile. Hein. Bon, maintenant, si je suppose que f est non nul et que g est non nul, okay, ce qui est quand même pratique, donc leurs normes sont non nulles, je prends u égale f sur norme de f et v égale g sur norme de g. Pourquoi pas? Et du coup, j'obtiens, bah, comme dans le cas précédent, des éléments de la boule unité de LP. Hein, parce que, bah, du coup, norme p de u est bien plus petit ou égal à 1. En l'occurrence, c'est égal à 1. Parce que ça fait norme de fp divisé par norme de fp, ça fait 1. Et norme de v, la norme p de v est aussi égale à 1. Bon, ok. Pourquoi pas? Alors maintenant, considérons l'application f plus g sur norme de f puissance p plus norme de g puissance p. Ok? Alors, ça, regardez bien, toute la subtilité est là, c'est que ce truc-là, je peux l'écrire, petit f, je peux l'écrire norme de f puissance p fois u, ok? Et g, je peux l'écrire norme de g puissance p fois v. Ok? Bon, et donc quand je remplace, ça me fait norme de f puissance p fois u sur ça, plus norme de g puissance u fois v sur ça. Or, regardez bien, la somme de ces deux nombres ici, celui-là plus celui-là, fait 1. Ok? Et donc, si celui-là j'appelle alpha, du coup, celui-là c'est 1 moins alpha. Et donc ça, c'est bien un élément qui est dans le segment reliant u et v. Donc c'est un élément de la boule unité. Donc la norme p de ça est plus petite que 1, d'après le lemme précédent. Norme p de ce truc-là est plus petit que 1. Bon, ça maintenant c'est une constante positive, je peux le sortir de la norme, je multiplie par ça de l'autre côté, et au joie, je trouve que la norme de f plus g, p, est plus petite que la norme de fp plus la norme de g, p. Ok. Bon, alors j'avoue que cette preuve, elle est exacte, mais elle n'est pas très cool, parce que je ne vous ai pas expliqué comment on fait pour trouver ça. Hein. Là, je vous ai fait la synthèse, genre j'ai bidouillé, je dis attends, il faut qu'on parte de ça, et je lui dis tiens, je vais diviser par ça, je lui dis est-ce que j'arrive à démontrer ça? Et du coup, j'ai un peu fait dans l'autre sens, et là je vous montre que le sens sympa où tout s'emboîte, mais dire comment tu peux penser à poser ces trucs pareils. Alors effectivement, c'est pas comme ça qu'on fait pour la trouver. Hein. D'accord? Cette fois, les gens ils disent, et ils ont raison, mais comment ils ont pu trouver une preuve pareille? Bah pas comme on la montre. Il y a beaucoup de sueur, il y a de la trafic. Moi en l'occurrence, j'ai regardé dans un bouquin, il faut être honnête, je ne me suis pas amusé à la rechercher. J'ai cherché un peu tout seul et puis après j'ai regardé dans un bouquin parce que des fois je suis feignant, comme tout le monde. D'accord? Mais voilà. Et donc on se dit, mais comment? Mais en fait c'est trouvable, mais juste on part pas comme ça, quoi. On trouve pas, on dit pas, tiens, si je posais ça, oh bah tiens, on pose ça, oh bah non. C'est pas comme ça qu'on fait tout dans l'inverse, quoi. On arrive à ça, on se dit, tiens, il suffirait de montrer que la boule unité est convexe et après on cherche, on montre que la boule unité est convexe et du coup après on met tout dans l'ordre et ça passe. Mais voilà, ne vous inquiétez pas si vous vous dites j'aurais pas trouvé cette preuve. L'important, si vous l'avez compris déjà, c'est très bien. Ok, allez. Alors maintenant, pour démontrer que LP est complet, je vais avoir besoin d'un petit préliminaire. On fait un petit rappel. C'est bien, ça permet de revoir ce qu'on a vu avant. Donc je vous rappelle le théorème de convergence monotone qu'on a vu il y a déjà quelques temps. Et donc si on prend une suite d'applications mesurables dans 0 plus l'infini, donc positive, hein, mais qui peuvent prendre la valeur plus l'infini, d'accord, croissante, et qui converge simplement vers f, donc f à valeur dans 0 plus l'infini, hein, ça évite de faire des cas, tout ça, bon bref. Alors, la limite de l'intégrale de fn, c'est l'intégrale de f. D'accord? On a vu ça, si fn est croissante, hein, c'est le théorème de la convergence monotone, je fais juste fn est de plus en plus grand, alors on peut intervertir la limite et l'intégrale. Sachant que ça peut faire plus l'infini, il n'y a pas l'histoire de f est intégrable ou l'intégrale converge ou quoi que ce soit. C'est juste, ok, si fn tend souvent vers l'infini, sur un ensemble de mesures non nulles, ici ça va faire l'infini, et voilà, la limite de l'infini égale l'infini, bon ok, c'est pas super, mais si jamais
ça tend vers une fonction f dont l'intégrale ne vaut pas plus l'infini, bah voilà, on a bien l'interversion de ça, ça marche tout le temps. Et un cas donc particulier plutôt sympathique, c'est si en fait on fait une série de fonctions positives. D'accord? Bah, du coup, ça fait automatiquement, si fn c'est la somme partielle d'une série de fonctions où les fonctions sont toutes positives, par exemple valeur absolue de gn, c'est des fonctions positives, ou module si on est sur C, hein, mais bref, eh ben, une série comme ça, ok, c'est donc une suite croissante, puisqu'on ajoute des fonctions positives, donc les sommes partielles sont bien des fonctions croissantes, et donc on peut appliquer le théorème, et l'intégrale de la somme de la série, c'est la somme des intégrales, ok, de chaque terme. Donc voilà. Donc évidemment, s'il y en a un qui fait plus l'infini, ça fera plus l'infini égale plus l'infini, ce théorème est vrai, mais il n'a aucun intérêt. Donc évidemment, il est bien plus intéressant si à chaque fois les intégrales si toutes les fonctions gn sont intégrables, bien évidemment, que ça c'est le nombre fini, et que la série des intégrales de gn converge, alors là c'est intéressant, parce qu'en plus ça fera exactement du coup que l'intégrale de ça est égale à ça. Ok? Voilà, donc ça c'est un résultat qu'il faut savoir. Pour des séries à terme positif, on peut tout le temps, et ça c'est une des forces de Lebesgue, hein, c'est quand même incroyable, on n'a pas du tout ça avec Riemann et tout ça, hein, on peut tout le temps, quitte à prendre des valeurs plus l'infini, d'accord, on accepte que les fonctions prennent des valeurs plus l'infini pour éliminer des cas, hein, mais on peut tout le temps intervertir une somme et une intégrale, une série intégrale, tant que les fonctions à l'intérieur sont positives. Donc marche tout le temps. Ça c'est quand même pratique, quoi. On va utiliser tout ça pour nous montrer que LP est complet. Alors, voilà, donc la preuve de ça, c'était parce que cette fonction-là est croissante. Hein. Ok, et donc voilà le théorème de Riesz-Fischer que j'ai annoncé dans la vidéo précédente. Hein. Quel que soit P dans 1 plus l'infini, l'espace LP de oméga est complet. D'accord? Donc évidemment, muni de sa norme NP qu'on a définie avant. Hein. Bon. Ok, alors allons-y. Donc, bon là, on accroche les ceintures, on y va. Je prends une suite de Cauchy d'éléments de LP. Alors ça veut dire que pour tout epsilon positif, il existe un rang grand N tel que si M et R sont plus grands que grand N, norme P de Fn moins Fr est plus petit qu'epsilon. Définition de la suite de Cauchy. Pour la norme P, bien sûr. Bon, on va me dire super. Alors, astuce, eh bien, je vais prendre epsilon égale 1 sur 2 puissance k. D'accord, 2 puissance moins k. Pourquoi ça? Parce que ça, c'est une somme qui converge. Hein. Vous allez voir pourquoi. Ça, c'est une série convergente, le terme général d'une série convergente. Ok. Donc, pour tout k dans n, soit nk un entier, tel que, pour tout m et r plus grand que cet entier-là, norme de fm moins fr puissance p soit plus petit que 2 puissance moins k. Quitte à, je peux toujours choisir nk plus 1. C'est plus dur hein, d'être plus petit que 2 puissance moins k plus 1, c'est de plus en plus dur. Donc je peux choisir nk plus 1 plus grand que nk. Imaginez que j'ai pris nk vachement trop grand, j'aurais pu prendre un nk plus 1 qui marche aussi. Vous voyez, j'ai pris plus petit que 2, un rang où c'est plus petit que 2, mais en fait c'est plus petit que 64. Du coup, je pourrais prendre un rang avant où c'est plus petit que 4. Non mais attends, on les prend dans l'ordre, on n'est pas débile, on peut les choisir dans l'ordre. Donc je choisis les nk de plus en plus grands, puisque c'est une condition de plus en plus dure que je demande. Donc les indices à partir desquels ça marche, bah, je les prends de plus en plus grands. D'accord, jusque-là, c'est pas très choquant. Et donc je peux supposer qu'il y a une sous-suite extraite comme ça, hein, fn0, fn1, fn2, fn3, etc., de plus en plus grand, telle que la norme de fnk plus 1 moins fnk, norme p, soit plus petit que 2 puissance moins k. Et du coup, là, c'est fantastique, parce que du coup, la somme des normes de fn plus k moins fnk, elle converge. C'est une série à terme positif qui est plus petite qu'une série à terme positif qui converge. Comparaison des séries à terme positif, cette série-là converge. Donc cette série-là est absolument convergente, vous voyez, est convergente en norme. Ok? Bah du coup, d'après le théorème que vous connaissez bien, si la somme des valeurs absolues ou la somme des normes des machins converge, bah la somme des machins converge. Donc somme des fn plus k moins fnk converge. Mais ça, c'est une somme télescopique, vous voyez, ça fait fn0 plus fn0, enfin ça fait pour n égale 0, ça fait f1 moins f0, puis après ça fait plus f2 moins f1, plus f3 moins f2, etc. etc. Donc voilà, donc ça va converger vers... Donc la vie est cool, parce que je sais que celle-là converge. Hein. Voilà, du coup, fnk, la suite extraite fnk va converger. Donc il existe une sous-suite de fn qui converge. Donc fn est une suite de Cauchy qui admet une valeur d'adhérence. Mais à ce moment-là, c'est une suite convergente, d'après le théorème de Cauchy que vous connaissez bien. Si une suite de Cauchy admet une valeur d'adhérence, alors elle converge. Et donc elle admet une limite, et donc LP est complet. D'accord?
Parce que ça, quand je dis ça, ça converge, c'est au sens de la norme P, bien sûr. Hein. Donc, elle admet une valeur d'adhérence. Donc, c'est une suite convergente et LP est complet. Voilà, ouf. Bon, c'était pas si dur, finalement. Ouais, mais c'est tout faux. Ça, c'est tout faux. Vous l'aviez vu, bien sûr. Non, parce que vous me faites confiance. Et à chaque fois, je... Alors ça, c'est faux. Pourquoi c'est faux, ça? Qu'est-ce qui se passe, là? Qu'est-ce que j'ai dit, là? J'ai dit que si, dans un espace vectoriel, la somme des normes de UN converge, alors somme des UN converge. Ouais, c'est le truc ultra classique. Oui, bah, si une série elle est absolument convergente, alors elle est convergente. Bah non, ça vous choque pas d'habitude, ça marche bien, non? Ben non, ça c'est vrai dans un espace complet. Dans un espace complet. Une série absolument convergente est convergente. L'hypothèse est hyper importante. Alors d'habitude c'est dans R ou dans C, ça y a pas de problème. Mais non, ça voilà, dire que si ça converge, alors ça converge, bah ok, si on sait que c'est complet, ouais. C'est justement ce qu'on veut démontrer. Et donc juste, bah, j'ai pas le droit de le démontrer. Bah, du coup, j'ai pas le droit d'utiliser quoi. Vous voyez? Donc je peux pas. Voilà, juste, ça c'est vrai. Il y a un théorème qui dit que c'est vrai dans un espace complet, mais là, du coup, je ne l'ai pas démontré. Donc il faut démontrer ce truc-là. Et donc c'est là qu'on va un petit peu retourner les manches et qu'il va falloir démontrer ce théorème en préliminaire. Donc voilà, si on prend une suite UN d'éléments du LP, et si on suppose que la somme des normes U de UN, la norme P des UN, est une série numérique convergente, là c'est des séries dans R, hein, qui convergent, alors la série somme des UN converge dans LP. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends un x ici, la somme des valeurs absolues des UN de x égale à plus l'infini, c'est bien une fonction qui est bien définie, d'accord? Cette fonction-là, elle est bien intégrable, il y a bien une valeur pour tout x de ce truc-là, et si j'appelle u de x cette somme-là, donc il existe, hein, si ça converge, forcément ça converge pour tout x, alors cette somme-là est dans LP, et que pour la norme P, la somme partielle des UN moins u, donc cette fonction-là, tend vers 0 pour la norme P. Hein, je résume. On prend une suite d'éléments de LP et on suppose que la série des normes P de UN converge. Okay. Alors, on va démontrer que somme des valeurs absolues, parce que là on va dire dans R, mais je ne sais pas si dans R, non, c'est ou des modules, mais on va dire valeurs absolues, parce que bon, somme des valeurs absolues de UN de x est plus petit que plus l'infini presque partout. Donc, parce que là on est dans R qui est complet, somme des UN de x converge presque partout. Donc je vais appeler ça une fonction u de x. J'ai une fonction u telle que la somme des UN tend vers u pour la norme P. Et donc c'est ce qu'il me faudra, c'est ce qu'il m'aurait fallu hein, donc pour conclure mon théorème avant. Donc si je démontre ça, j'aurais bien démontré que LP est complet. Ok? Donc voilà. Alors allons-y, il faut démontrer ce théorème. Alors on va faire deux preuves séparées, d'accord? Parce que là j'ai pris P, il est dans 1 plus l'infini fermé. C'est pas tout à fait la même preuve si P égale à plus l'infini ou si P est plus petit que plus l'infini. On a déjà vu, hein, ça ne résonne pas quand même tout à fait de la même façon dans L infini que dans LP, donc il faut faire deux cas. Alors le cas facile, c'est si P égale plus l'infini, donc allons-y tranquillement. Donc, alors première chose, on a vu donc que si une fonction valeur absolue, si UN est dans L infini, donc elle a une borne, et donc elle est plus petite que norme infinie de UN presque partout. Okay, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe un ensemble AN inclus dans oméga, tel que pour tout x dans N, on a valeur absolue n de x plus petit que norme de UN plus l'infini. Et le complémentaire de N est de mesure nulle, hein, bien sûr. Parce que ça c'est vrai presque partout. On l'a démontré dans la vidéo précédente. Ok? Bon, maintenant si je prends x qui est dans tous les AN, du coup, somme pour n allant de 0 à plus l'infini des valeurs absolues de n de x, puisque chacun est plus petit que ça, c'est plus petit que la somme des normes de UN infini, qui convergent par hypothèse. Hein. Mon hypothèse, c'est que la somme des normes P converge. Donc, pour P égale plus l'infini, la somme des normes infinies converge. C'est une suite normalement convergente, on appelle ça. Ça converge. Du coup, pour tout x dans l'intersection des AN, j'ai ça. Or, l'intersection des AN, le complémentaire de l'intersection des AN, c'est de mesure nulle. D'accord? Et donc, voilà. Et donc, norme de U infini. Alors, si j'appelle U, je ne l'ai pas défini là, c'est la somme des UN de x. Hein. D'accord? Donc, valeur absolue de somme des UN de x est plus petite que la somme des valeurs absolues de n de x, donc elle est plus petite que m, ok? Donc U appartient bien à L infini, d'accord? Parce qu'elle est bornée sur tout x appartenant à l'intersection des AN, donc elle est bornée presque partout, donc elle est bien dans L infini. Et maintenant, donc si je prends la somme des UN pour n allant de 0 à n moins U, du coup ça fait la somme pour n allant de grand N plus 1 à plus l'infini des UN, hein, puisque je vous rappelle que par définition U c'est la somme des UN, jusqu'à l'infini. Donc moins la somme jusqu'à n, ça fait la somme de n plus 1 à plus l'infini. Par inégalité triangulaire de la norme finie, c'est plus petit que la somme des normes infinies de un.
Et ça, comme ça c'est une série numérique convergente, vous savez que ce reste-là tend vers 0, quand n tend vers plus l'infini. Et donc ça prouve bien que la série des un tend vers u pour la norme infinie uniformément. Et donc le truc est démontré. Ok, maintenant la preuve pour p plus petit que plus l'infini. Alors, donc on y va, on se prépare, c'est la partie un peu technique du truc. Alors, donc on pose, pour tout x dans oméga, pour tout n dans grand N, fn de x, la somme partielle, somme pour n allant de 0 à grand N, des valeurs absolues de un de x, et f de x égale la somme pour n égale 0 à plus l'infini des valeurs absolues de un de x. Alors a priori, f, je pourrais y dire, voilà, peut-être qu'il prend des valeurs plus l'infini, si pour certaines valeurs, cette somme-là diverge, donc f est une valeur dans 0 plus l'infini fermé, ok, a priori. Hein. Bon, nous ce qu'on sait, je vous rappelle, c'est que la somme des normes p de un converge. C'est ça notre hypothèse. Hein. Ok, donc, première chose à remarquer, c'est que déjà, pour tout x dans oméga, fn de x tend vers f de x. Hein, c'est la définition de la somme jusqu'à plus l'infini, c'est que c'est la limite de ça. Attention, c'est dans 0 plus l'infini fermé. C'est-à-dire que quand ça diverge, c'est une série à termes positifs. Quand elle diverge, je dis qu'elle tend vers plus l'infini. Et je dis f de cette valeur, c'est égal à plus l'infini. Donc avec cette petite convention, cette petite astuce, là j'ai bien fn de x tend vers f de x, mais f de x, c'est pas une valeur à fonction dans R. Hein. C'est une valeur dans 0 plus l'infini. Il faudra quand même vérifier qu'elle prend des valeurs dans R presque partout. Quand même. Ok? Donc voilà. Alors, donc ça, si ça c'est vrai, pour tout x, ça tend vers ça, je mets la puissance p, ça tend aussi. Toujours dans 0 plus l'infini fermé. Hein. Ça tend vers ça, que ça tende vers un nombre réel ou que ça tende vers un plus l'infini, je mets la puissance p, ça tombe toujours vers ça, la puissance p. Jusque-là, pas de souci. Et donc, le théorème de la convergence monotone, il nous dit que, parce que attention, fn elle est croissante, hein, c'est une série, donc la série, celui-là, fn plus 1 est plus grand que fn, puisqu'on rajoute des termes positifs. Donc d'après le terme de convergence monotone qu'on a rappelé avant, l'intégrale de fn de x puissance p tend vers l'intégrale de f de x puissance p. Ok, hein, parce que j'ai la convergence simple et la monotomie, donc ça passe. Ok, fantastique. Donc, alors de ce côté-là, ça me donne la norme de fn à la puissance p. Donc ça, je mets tout, enfin ça c'est la norme de fn à la puissance p, d'accord. La norme p de fn à la puissance p, ce truc-là. Ok. Et donc par définition, vu que fn c'est ça, je me suis un petit peu perdu. Cette preuve est un peu chaude. Fn, c'est ça. Donc la norme de Fn à puissance P, vu que c'est la somme de ces choses-là, c'est plus petit ou égal, vu que la norme P, c'est une norme, on a démontré l'inégalité de Minkowski avant, c'est plus petit que la somme des normes P. Donc c'est plus petit que la somme pour NL0 à grand N des normes de Un puissance P. Jusque-là, ça va. Or, ça, vu que c'est une série numérique à terme positif, c'est plus petit que la somme jusqu'à l'infini des normes de Un puissance P, normes P de Un. Okay, et ça converge par définition. Notre hypothèse, c'est que cette série-là converge, hein, je vous rappelle, qui est plus l'infini. Donc ça prouve bien que Fn est dans LP. La norme P de Fn est bien strictement plus petite que plus l'infini. Ok, jusque-là, ça va. Et du coup, l'intégrale de Fn puissance P, donc vu que ça c'est la norme est plus petite que L, je mets ça à la puissance P, j'obtiens l'intégrale de Fn de x puissance P est plus petit que L puissance P. Hein, je mets la puissance P de chaque côté. Ok. Mais donc maintenant, j'utilise le fait que cette intégrale-là est envers celle-là. Pour tout P, cette intégrale-là est plus petite que L puissance P, donc ça tout le temps plus petit que L puissance P, P il bouge pas quand N et L et P il bouge pas quand N tend plus l'infini. Donc finalement la limite est aussi plus petite que L puissance P. Et donc j'ai bien que F est plus petite que plus l'infini presque partout puisque F est dans LP. D'accord? L'intégrale de F converge en fait. Hein, enfin, de F de x à la puissance P est convergente. Donc ça veut dire que f est bien plus petite que l'infini presque partout, sinon son intégrale, là, ce serait plus l'infini juste. Hein. Plus l'infini à puissance p, ça va être plus l'infini. Si c'est sur un ensemble non négligeable, ça ne peut pas être borné. Ok? Très bien. Alors maintenant, donc, pouf. Alors j'en suis où? J'en suis parti où là maintenant? U de x, c'était la somme des un de x. Valeur absolue de u de x, c'est donc valeur absolue de la somme des un de x.
Ok, donc ça existe, hein, puisqu'on vient de démontrer que f était plus petit que plus l'infini presque partout, donc cette série-là est absolument convergente presque partout, donc elle est convergente presque partout, et donc ce truc-là, c'est plus petit que f de x, jusque-là, tout va bien, et d'après ce qu'on vient de voir, vu que l'intégrale de f de x puissance p est plus petit que L puissance p, et que valeur absolue de u de x est plus petit que f de x, et bien l'intégrale de u de x puissance p, elle est plus petite que l'intégrale de f de x puissance p, donc elle est plus petite que L puissance p aussi, et donc u est bien dans LP. Ce qu'on avait annoncé, hein. La somme des un de x converge presque partout, et cette fonction u définie par ça, est bien dans LP. Il reste juste à montrer maintenant que la suite fn tend vers u, dans LP. Ok? Alors donc, on va faire comme tout à l'heure. Cette fois, donc, on appelle Rn de x la somme pour n allant de n plus 1 à plus l'infini des un de x. Et donc, ce qu'il nous faut qu'on démontre, nous, c'est que la norme P de Rn tend vers 0. Ok? Donc Rn tend vers 0 presque partout, bah, ça c'est ce qu'on vient de voir, d'accord? Parce qu'on a dit que cette série-là convergeait vers f, hein, donc presque partout, donc presque partout ça tend vers 0. Ok, ça jusque-là, tout va bien. Donc, valeur absolue de Rn puissance p, bah, ça tend vers 0 presque partout. Hein, parce que Rn tend vers 0 presque partout. Ok? Donc, quel que soit x appartenant à gamma, valeur absolue de Rn de x puissance p, bon, ça, c'est même pas donc, ça c'est forcément plus petit que f de x puissance p, parce que f de x, c'est ça. C'est la somme jusqu'à plus l'infini. Donc, la valeur absolue de ça, c'est plus petit que la somme pour ça des valeurs absolues de n de x, c'est plus petit que la somme de toutes les valeurs absolues de n de x. Donc Rn de x est évidemment plus petit que f de x, donc Rn de x puissance p, en valeur absolue, est plus petit que f de x puissance p. Ok? Donc, comme on a vu que f de x puissance p était intégrable, d'accord, d'après le truc précédent, donc Rn de x est plus petit que f de x puissance p, qui ne dépend pas de n, qui est une fonction intégrable. Hein. L'intégrale de ça, c'était plus petit que L puissance p, rappelez-vous. Donc j'ai une fonction qui tend vers 0 presque partout, et qui est dominée par une fonction intégrable, là. Donc, d'après le théorème de convergence dominée, l'intégrale de Rn de x puissance p tend vers l'intégrale de 0, quand n tend plus l'infini, qui est égale à 0. Et donc ça me montre bien que la norme de Rn, la norme P de Rn, donc ce qui est exactement la somme pour n égale 0 à grand N de un moins u, à la norme P de ça, tend vers 0, et donc ça montre bien que la série des un tend vers u pour la norme P, ce qui était ce que je voulais démontrer. On est content hein, quand on arrive au bout. Donc voilà, hyper dur, hyper technique, c'est une des preuves les plus dures que j'ai faites sur la chaîne. Hein. Donc bravo, si vous avez réussi à suivre tout ça. Hein. Je vous félicite, hein, parce que moi j'en ai bavé pour l'écrire. Hein. Ok, alors, donc maintenant quand même, le truc intéressant, parce que je vous avais dit, ok, si ça converge en norme P, bah, faut pas trop s'enflammer, parce que ça ne veut pas dire que ça converge presque partout, hein, d'accord? On a vu un contre-exemple. Mais n'empêche, je dis quand même, ça veut dire qu'il y a une sous-suite de Fn qui converge vers F presque partout, quand ça arrive, d'accord? Hein, quand Fn tend vers F pour la norme P, il existe une sous-suite de Fn qui converge vers F presque partout. Ok? Et donc, on a vu dans le chapitre précédent qu'on ne pouvait pas espérer qu'il y avait que Fn tendait vers F presque partout, c'est juste faux. Vous avez vu, ça met une fonction indicatrice des intervalles IN, tout ça. Bon. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, allez regarder la autre vidéo avant, c'est important, je veux dire, sinon ça n'a pas de sens. Ça ne fait pas de sens de regarder celle-là sans avoir vu celle d'avant. Bon, enfin, bref. Alors, allons-y maintenant. Donc, on va démontrer ça. Ok, donc voilà, donc je suppose que Fn tend vers F en norme P. Alors, il existe une suite de Fn qui converge vers F presque partout. Alors, allons-y. Donc, si Fn moins F en norme P tend vers 0, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tout epsilon, pour n assez grand, c'est plus petit qu'epsilon. Je fais la même astuce que tout à l'heure. Je vais prendre epsilon avec 2 puissance moins k, et donc pour tout k, il existe un rang qui dépend de k, nk, tel que pour tout n plus grand que nk, Fn moins F norme P est plus petit que 2 puissance k. Bon, en l'occurrence, je prends juste que norme de Fnk moins F est plus petit que 2 puissance k. Ok? Et du coup, l'intégrale de la somme pour n allant de 0, alors là je me suis complètement planté, c'est pour k, j'imagine, allant de 0 à plus l'infini de ça. Hop. Bon, en tout cas, ça c'est une... Alors je me suis peut-être complètement planté. Ça c'est... Oui, parce que c'est une somme pour k, parce qu'il n'y a que k qui varie hein, là-dedans. Donc là c'est la somme pour k. Bon, c'est des séries positives, vous savez, c'est la conséquence du théorème de convergence monotone, c'est que je vous ai dit, pour les séries de fonctions mesurables, on peut toujours intervertir la somme et l'intégrale. Ok? Donc jusque-là,
tout va bien. Et donc, cette intégrale-là, c'est la norme de fnk moins f, la norme p de ça à la puissance p, l'intégrale de fnk moins f à la puissance p, d'accord? Ok. Et donc, c'est somme pour k, hein. C'est ça l'erreur, au début ça m'a perturbé. Hein, okay. Donc, voilà, et donc, l'intégrale d'une fonction de g puissance p, vous savez, c'est norme de g de p à tout à la puissance p, donc j'utilise ça. Ok, jusque-là tout va bien. Et donc justement, la norme p de fnk moins f, bah, c'est plus petit que 2 puissance moins k. Donc à la puissance p, bah, c'est plus petit que 2 puissance moins pk. Hein, moins 2 puissance moins k à la puissance p, c'est 2 puissance moins pk. Okay. Or, cette série-là est une série convergente. Hein. La somme pour k de ça, c'est une série convergente, bien évidemment. Et donc, bah, du coup, ça tend plus, c'est plus petit que plus l'infini. Et du coup, ça prouve bien que, bah, du coup, vu que l'intégrale de cette fonction-là est un nombre borné, la fonction, elle est bien finie presque partout. Hein, parce que si elle était infinie sur un intervalle de mesure non nulle, bah, son intégrale serait plus l'infini, quoi. Donc, elle prend des valeurs finies presque partout. Okay. Puis en plus, vu que cette intégrale-là, bah, si une série converge, vous savez que c'est la base. Si je prends un t qui est fixé, cette série-là converge, ça veut dire que le terme général tend vers 0. Donc ça veut dire que fnk de t moins f de t, il tend vers 0, à chaque fois que cette intégrale-là converge. Et donc comme c'est presque partout, eh ben, fnk de t tend vers f de t presque partout. Et donc voilà la preuve. Voilà, c'était quand même un petit peu moins dur. Hein. Mais toujours un peu la même idée, vous voyez, de prendre des epsilon qui soient tels que la série des epsilon convergent. Quoi. Ok, allez, maintenant démontrons l'inégalité de Holder. Youp youp. Alors, donc, c'est une égalité aussi vachement sympa. Je vous rappelle, hein, pour pouvoir calculer l'intégrale de fg, pour faire un pseudo-produit scalaire, bah, il fallait que fg soit dans L1. Et à quelle condition fg est dans L1? Je dis, bah, il faut que f soit dans Lp et g soit dans Lq, mais avec cette condition bizarre, 1 sur p plus 1 sur q égale 1. Alors maintenant, bah, on va démontrer ça. Alors, première chose importante, eh bien, on va utiliser le fait que la fonction log est concave, hein, ce qui est super facile à voir, puisque sa dérive seconde, c'est moins 1 sur x2, qui est tout le temps négatif, tout ça. Donc, voilà, de toute façon, ça se voit bien sur le dessin. Je veux dire. Ok. Et donc dire qu'une fonction est concave, ça veut dire, vous savez, si je prends deux nombres dont la somme fait 1, donc ça fait alpha plus 1 moins alpha, hein, comme on l'a vu un peu tout à l'heure pour la première preuve, ben là je les ai appelés 1 sur p, 1 sur q, mais c'est alpha plus 1 moins alpha, parce que la somme fait 1. Donc, alpha log de x plus 1 moins alpha log de y, c'est plus petit que log de alpha x plus 1 moins alpha y, donc là en l'occurrence c'est 1 sur p, 1 sur q, donc 1 sur p log de x plus 1 sur q log de y, c'est plus petit que log de x sur p plus y sur q. Jusque là, on va me dire pourquoi pas. Maintenant, je remplace ici le x, j'appelle a puissance p, du coup ça fait 1 sur p log de a puissance p, boum, ça fait log de a. Y, je l'appelle b puissance q, du coup ça fait 1 sur q log de b puissance q, bah, ça fait log de b. Hein, parce que log de b puissance q, c'est q log de b. Donc, log de a plus log de b est plus petit que log de a puissance p sur p plus b puissance q sur q. Du coup, log de a plus log de b, c'est log de ab. Log de AB, c'est plus petit que log de ça, bah, j'enlève le log de chaque côté, j'obtiens AB plus petit que A puissance P sur P plus B puissance Q sur Q, et ça s'appelle une égalité de Young. Évidemment, pour pouvoir faire le log de AB, il fallait que AB soit positif, hein, donc j'ai pris des valeurs de A et B strictement positives, okay, surtout que P et Q, c'est pas forcément des entiers, je vous rappelle, d'accord? Ça peut être pi, racine de 2, je sais pas quoi, donc il faut bien que A et B soient positifs pour pouvoir faire A puissance P et B puissance Q. Hein. Ok, donc si je prends des valeurs de A et B positifs, eh ben, j'obtiens cette inégalité qui s'appelle l'inégalité de Young, AB égale A puissance P sur P plus B puissance Q sur Q. On l'avait vu dans un cas particulier où P égale Q égale 2. Et c'était juste une identité remarquable tout à fait classique, d'accord? Ça fait A2 plus B2 est plus grand que 2AB, donc ça c'est fastoche. Mais voilà la généralisation pour P et Q quelconque, vérifiant quand même cette condition-là. Voilà, voilà. Alors on va l'utiliser. Alors toujours, même astuce que tout à l'heure, on pose U égale F sur norme de F, et V égale G sur norme de G. Ce n'est pas le même indice parce que F est dans LP et G est dans LQ, donc voilà. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont tous les deux de norme 1 pour la même norme, vous voyez, ils ne sont pas dans le même espace, hein, donc on ne peut pas vraiment les comparer. Hein. Ils ne sont pas dans la boule unité ou quoi que ce soit. Hein. LP et LQ, a priori, ce n'est pas les mêmes espaces. On a vu que parfois il y avait des inclusions, mais pas tout le temps. Hein, donc. Bon, en tout cas, j'ai l'intégrale de U puissance P qui est égale à l'intégrale de V puissance Q, qui fait 1, ça, jusque-là, tout va bien. Et d'après Young, ce que je viens de voir juste avant, je sais que valeur absolue de UV, c'est plus petit que valeur absolue de puissance P sur P, plus valeur absolue de V puissance Q sur Q. Ok, encore une fois, je me dis valeur absolue, vous pouvez dire module, c'est des fonctions complexes. Ça ne change rien du tout. Ok, bah du coup, l'intégrale de valeur absolue de UV dm, d'accord, elle est plus petite que l'intégrale de ça, plus l'intégrale de ça.
Or, cette intégrale-là vaut 1. Parce que L, ça fait 1 sur P fois 1, plus 1 sur Q fois 1, bah, ça fait 1 sur P plus 1 sur Q qui vaut 1 par définition. Ok? Bah, du coup, l'intégrale non seulement l'intégrale de UV est convergente, mais en plus, l'intégrale de UV, eh ben, c'est l'intégrale. Donc, rappelez-vous, hein, UV, c'est quoi? C'est ça fois ça. C'est l'intégrale de FG divisé par ces deux constantes. Okay, du coup, je peux sortir les deux constantes de l'intégrale. C'est l'intégrale de valeur absolue de UV. Hein. Du coup, c'est l'intégrale de valeur absolue de FG, valeur absolue de F fois valeur absolue de G, divisé par ces deux constantes, norme de F, P fois norme de G, Q. Et c'est plus petit ou égal à 1. Ben, j'en déduis, d'accord? Et ça, par définition, regardez, ça, là-haut, c'est la norme de FG, norme 1 de FG. Ça, et c'est plus petit que 1. Et donc, donc c'est fini, je n'ai même pas marqué. Du coup, ça fait que la norme de FG de 1 est plus petit que norme de FP fois norme de GQ. Et donc, si ces deux choses-là sont bien plus petites que l'infini, elle est aussi plus petite que l'infini. Et on a l'inégalité, d'accord? Cette norme-là est plus petite que le produit des deux qui sont là, ce qui est l'inégalité de Holder. Et voilà. Ok, c'est pas hyper dur quand on a l'astuce, mais il faut quand même penser à l'astuce. Hein. Voilà, voilà. Ok, alors maintenant on va généraliser un petit peu. Pourquoi? Parce que c'est quand même plus fun. Si je prends donc trois nombres PQR tels que 1 sur P plus 1 sur Q égale 1 sur R, et bien du coup si je prends F dans LP et G dans LQ, alors F fois G il est dans LR. Vous voyez pourquoi? Quand ça faisait 1, du coup ça faisait bien dans L1. Et ben voilà, donc là on peut généraliser, vous voyez, c'est un peu rigolo, ça s'emboîte bizarrement ces espaces, oui. Hein, c'est l'espace vectoriel, si je prends F dans LP et G dans LP, F plus G dans LP. Mais si je prends F dans LP, et pour avoir que F fois G soit dans LR, il faut que G soit dans LQ avec cette formule-là, vous voyez. C'est pas du tout stable par multiplication les espaces LP, c'est pas du tout des algèbres, vous voyez, c'est un truc un peu bizarre, quoi. Sauf L2, c'est pour ça qu'L2 est si importante. Mais pourquoi elle est particulière à L2 parmi toutes les fonctions LP? Parce que du coup, si je prends P égale 2, Q égale 2, et puis, alors non, là en l'occurrence c'est dans L1, donc c'est pas dans L2, il n'y a pas de stabilité, mais c'est pratique parce qu'on peut faire le produit scalaire. Bon bref, alors allons-y, démontrons ça, donc là pour le coup c'est vraiment pas très dur, je me rappelle au cas précédent, je prends P' égale P sur R, Q' égale Q sur R, et là sous vos yeux ébahis, vous voyez, en fait j'ai multiplié par R partout, j'obtiens que 1 sur P' plus 1 sur Q' égale 1, j'utilise donc l'inégalité de Holder classique et ça va rouler tout seul. Donc l'astuce c'est que si F est dans LP, eh ben F puissance R est dans LP sur R. Vous voyez, parce que si je mets F puissance R à la puissance P sur R, ça fait F à la puissance P finalement. D'accord? Donc F puissance R est dans L', G puissance R est dans LQ, et du coup, je peux, donc F, G puissance R appartient à L1, d'accord? Puisque 1 sur P' plus 1 sur Q' est égal à 1. Ça c'est dans LP', ça dans LQ', inégalité de Holder. F fois G, le tout à puissance R, est dans L1, et norme de 1 de Fg puissance R, c'est plus petit que norme de P', norme P' de Fr, fois norme Q' de G puissance R. Donc ça, c'est l'inégalité de Holder normale. Ok. Et donc je remplace par ce que ça veut dire. J'obtiens l'intégrale de Fg puissance R, ça c'est norme 1 de Fg, mais c'est presque la norme R de Fg. Hein. Il faudrait mettre puissance 1 sur R, vous voyez. Et bien là, je remplace norme de F puissance R P', P' c'est P sur R. Hein. Donc ça fait F puissance R puissance P sur R à la puissance 1 sur P sur R, donc R sur P. Donc ça se simplifie, ça fait valeur absolue de F puissance P à la puissance R sur P. D'accord? Là, ça fait G puissance R fois Q sur R, G puissance Q à la puissance R sur Q. Je divise tout là par R, autrement dit, je mets la puissance 1 sur R de chaque côté, et j'obtiens exactement, ici, la norme R de Fg, ici, la norme P de F, et ici, la norme Q de G. Et donc, j'obtiens bien exactement l'inégalité que j'avais annoncée. Ok, donc voilà, pas très très dur, mais quand même marrant, hein, pour voir un peu comment ça marche les espaces LP, c'est chouette. Et on va finir toujours en expliquant pourquoi finalement on appelle ça la norme infinie, cette norme tout à fait bornée, des fonctions bornées là. Et donc on va se mettre dans le cas où la mesure est finie. Donc vous avez vu, dans ces cas-là, on avait que si P était plus petit que Q, LQ était inclus dans LP, hein, on l'a démontré dans la vidéo précédente, et tout inclus dans L infini. Eh bien, donc, c'est ce qu'on a dit là, en fait, pour tout P dans 1 plus infini, L infini, il est inclus dans tous les LP. Okay, les fonctions bornées sont forcément dans des fonctions dans LP. Et puis, si je prends F dans L infini, donc elle est dans tous les LP, donc on peut faire norme de P
on peut faire norme P de f pour tous les P, et bien la limite quand P tend vers plus l'infini de norme P de f, et bien c'est norme de f infini, et voilà pourquoi on appelle ça la norme infinie. A priori, c'était pas complètement évident. Tiens, c'est une fonction essentiellement bornée, on prend l'inf de tous les majorants, on appelle ça la norme infinie. Et l'autre, on appelle ça la norme P, c'est pour ça qu'on appelle ça la norme infinie, parce qu'après c'est le sub de f, mais pourquoi norme infinie? Parce que le sub de f sur 0,1, on peut dire, mais pourquoi tu prends norme infinie? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir? Quel rapport entre l'infini et la valeur maximum de f qui est bornée entre 0 et 1, vous voyez? Eh bien, c'est à cause de ça. C'est parce que, si on veut être un petit peu cohérent, vu que la limite, pour une fonction qui est dans tous les LP, je fais la norme P, je fais la limite de cette norme P quand P tend à plus l'infini, j'obtiens la norme, justement la borne inférieure, du coup on appelle ça la norme infinie. Voilà. Donc c'est important, ouais, ce théorème il est chouette pour comprendre pourquoi on appelle ça comme ça, quoi. Alors, donc il y a un sens, je vais démontrer ça par double inégalité, il y a un sens qui est juste évident. Pour presque tout x de oméga, valeur absolue de f de x est plus petit que sa norme infinie. Hein, dans L infini, c'est la définition, on l'a démontré dans la vidéo précédente, d'accord? C'est une conséquence de la définition. Elle est plus petite que sa norme infinie presque partout. Du coup, l'intégrale de ça, c'est plus petit que l'intégrale de ça. Okay, et même la norme P de f est plus petite que la norme P de norme infinie qui est une constante. Hein. Okay, et ça fait quoi la norme P d'une constante? Sinon on réfléchit bien, ça fait l'intégrale donc surtout de cette constante. Okay, on peut la sortir de l'intégrale. Donc ça fait l'intégrale de 1 à la puissance P, on s'en fout, puissance 1 sur P. Donc ça fait la mesure de l'ensemble oméga à la puissance 1 sur P finalement. Fois la constante, norme de f infinie. Okay, et donc voilà, donc ça c'est une constante. Hein. Vous voyez pourquoi il fallait l'hypothèse que la mesure d'oméga était un nombre fini, parce que si ça c'est plus l'infini, du coup c'est terminé, quoi. Je peux rien dire. Mais si ça c'est un nombre fini, et que f est dans L infini, donc ça c'est un nombre fini, alors f est dans P, ça je le savais déjà dans P dans tout le truc, mais en plus, norme P de f est plus petit que ce nombre-là. Or ce truc-là, si on y réfléchit bien, c'est quand P tend vers plus l'infini, ça tend vers 1, quel que soit le nombre. Hein. Vous voyez, parce que ça fait exponentielle 1 sur P log de ce nombre. Ça, la mesure, c'est un nombre positif quand même, c'est défini. Et donc, quand P tend vers plus l'infini, 1 sur P fois un nombre, ça tend vers 0. Exponentielle 0, ça tend vers 1. OK? Mais en tout cas, donc voilà. Quand je fais tendre vers plus l'infini, vu que fp est plus petit que ça, que la limite de ça, c'est norme de f infini, j'en déduis que la limite de ça est plus petite que norme de f infini. OK? Alors maintenant, l'autre inégalité, un petit peu plus dur à démontrer, il faut que je me commence à repérer que pour tout epsilon strictement positif, eh bien, il existe un x epsilon dans oméga de mesure strictement positive, hein, donc pas de mesure nulle, d'accord, tel que pour tout x dans ce x epsilon, valeur absolue de f de x est plus grand que norme de f infini moins epsilon. Alors pourquoi? Si ça n'existait pas, ça veut dire qu'en fait, f de x serait inférieur ou égal à f de infini moins epsilon presque partout, sur le complémentaire de x epsilon. Et ça, du coup, ça voudrait dire que la norme infinie, elle est plus petite que f de l'infini moins epsilon. Et non, norme infinie, c'est la plus petite valeur, c'est l'inf de tous les majorants presque partout. Donc si je prends norme de f infini, par définition, norme de f infini, c'est l'inf des bornes qui marche presque partout. Donc norme de f infini moins epsilon n'est pas un majorant de f presque partout. D'accord? Donc, il existe un ensemble de mesures strictement positives telles que valeur absolue de f de x est strictement plus grand que ça. Okay, mais du coup, alors après, l'intégrale de valeur absolue de f de p, de f puissance p, la norme p de f, donc ce truc-là, l'intégrale, c'est positif, valeur absolue de f puissance p. Donc l'intégrale sur tout oméga de ça, c'est plus grand que l'intégrale juste sur x epsilon de ça. En gros, je prends la fonction, je dis, ouh là là, il y a un endroit où elle est près de sa borne infinie, elle peut peut-être presque partout être nulle, mais il y a un tout petit bout, là, x epsilon, mais quand même de mesure positive, où elle est proche de sa norme, infinie. Vous voyez, je prends le max de la fonction, moins epsilon, il y a un petit x epsilon où la fonction est proche que sa norme infinie. Peut-être qu'ailleurs elle est super loin, mais il y a un petit endroit où elle est plus grande que norme de f infini moins epsilon. Okay, donc l'intégrale partout, elle est plus grande vu que valeur absolue de f est positif, que juste l'intégrale de ce petit bout. D'accord? Donc je majore vraiment comme un barbare. Ok? Bon, mais ça, du coup, comme sur ce petit bout, f il est plus grand que ça, l'intégrale de ça, elle est plus grande que l'intégrale de norme infinie de f moins epsilon, la puissance p, le tout, la puissance 1 sur p. Bon, ça c'est une constante, donc je peux le sortir de l'intégrale. Puissance p, puissance 1 sur p, ça dégage, donc ça fait norme de f infini moins epsilon, fois l'intégrale de 1 sur x epsilon, 1 puissance p, ok, ça fait 1, x epsilon, puissance 1 sur p. Donc ça fait la mesure de x epsilon, l'intégrale de 1 sur x epsilon, à la puissance 1 sur p. Alors ok, ça c'est peut-être un tout petit nombre, de rien, mesure de x epsilon, mais je m'en cogne parce que c'est strictement positif, à la puissance 1 sur p, exponentielle 1 sur p log de machin, quand p tend à plus l'infini, ça tend vers 1. D'accord?
Donc de nouveau, cette limite de ça, quand p tend vers plus l'infini, c'est norme de l'infini moins epsilon. Et regardez, la norme p de f, quand p tend vers plus l'infini, c'est plus grand que ce truc-là. Donc j'en déduis que la limite, quand p tend vers plus l'infini, de la norme p de f est plus grande, je me suis gouré dans le signe, est plus grande que norme de f infini moins epsilon. Et donc, elle est plus petite que moins l'infini. Elle est plus petite que la norme infinie. Elle est plus grande que la norme de f infini moins epsilon. Donc la limite, c'est la norme infinie. Hein, parce que c'est vrai pour tout epsilon, d'accord? Même un milliardième de milliardième. Ah oui, elle est plus petite que norme infinie, elle est plus grande que norme de f infini moins epsilon. Bah du coup, forcément la limite, c'est norme de f infini. Et bien voilà, c'est tout pour cette fois. Je vous félicite. Donc on a bientôt fini la série sur les espaces de Lebesgue. Il reste encore un petit peu de Fubini et tout ça, mais on a bientôt fini les intégrales. Je vous félicite d'avoir regardé cette vidéo parce qu'elle était quand même bien velue, les démonstrations étaient bien costauds. Donc voilà, là on a quand même un bon niveau, donc bien niveau à Greg. Hein. Donc voilà. Je remercie infiniment toutes les personnes qui sont citées ici et toutes les personnes qui m'ont donné des sous sur Tipeee depuis, parce qu'il y a toujours un décalage énorme entre le moment où je tourne les vidéos et le moment où je les publie. Et donc ça se trouve, vous me donnez peut-être des sous depuis 3 mois et vous n'êtes pas sur cette liste et vous dire mais c'est comment ça se fait? Bah ouais, parce que voilà. Mais en tout cas, donc merci à tous ceux qui me soutiennent financièrement, ça me fait chaud au cœur, vous n'imaginez même pas, voilà, ça flatte mon ego trop, d'ailleurs ma femme dit que c'est trop, mais non, en fait c'est bien. Bon bref, allez, je vais vous remercier encore pour tout, et puis je vous dis à mercredi soir pour les agrégatifs internes, etc., comme d'habitude, enfin bon. Allez, ciao ciao et à bientôt.